Et si la véritable arme décisive n'était ni un missile, ni un char, mais la coupure d'électricité? Imaginez un instant. Une ville entière, Odessa par exemple, s'enfonce dans l'obscurité totale, non pas à cause d'un bombardement massif, mais à la suite d'une simple attaque ciblée contre un transformateur stratégique. Soudain, plus de feux tricolores, plus d'éclairage public, le métro s'arrête, les hôpitaux basculent sur générateurs. Les habitants, hagards, cherchent à joindre leurs proches, mais le réseau téléphonique flanche. Voilà à quoi ressemble la guerre moderne, une bataille pour l'énergie, la logistique, la lumière. Ici, la victoire ne se compte plus en kilomètres gagnés, mais en heures de courant perdus, en trains immobilisés, en quartiers entiers plongés dans le silence. Loin des images traditionnelles de chars traversant la plaine, la guerre se joue à présent dans les coulisses. Les réseaux logistiques, les axes ferroviaires, les lignes électriques deviennent les véritables champs de bataille. On pense à la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ciblaient les ponts et les voies ferrées pour isoler les armées ennemies, mais aujourd'hui, la technologie permet des frappes précises et répétées, capables de désorganiser tout un pays sans même occuper le territoire. Sur le front Est, oubliez les percées éclairs façon Blitzkrieg. Les opérations ressemblent désormais à un lent étranglement. Les routes qui relient des cités stratégiques comme Krasnoarmeïsk et Dimitrov, autrefois des artères vitales, sont désormais soit sous feu constant, soit totalement coupées par l'ennemi. Tout déplacement devient un acte risqué. Un convoi peut disparaître dans la nuit, une colonne de ravitaillement se volatiliser avant même d'atteindre sa destination. Certains secteurs vivent dans l'angoisse permanente de l'encerclement. On se souvient du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, où la ville a résisté des années, coupée de tout, sauf qu'aujourd'hui, les moyens de destruction sont exponentiellement plus efficaces et l'isolement peut tomber en quelques jours au lieu de quelques semaines. Chaque carrefour conquis ou détruit par l'ennemi change la donne. Face à ces menaces, les commandants ukrainiens n'ont d'autre choix que de prendre des risques considérables. Récemment, 2 brigades entières ont été redéployées du nord, région de Chernihiv, vers le sud, près de Pokrovsk. C'est un pari, renforcer une position clé, mais en affaiblissant un autre front. Ce genre de décision rappelle les manœuvres des armées napoléoniennes qui misaient tout sur un point décisif, au risque de tout perdre ailleurs. Sauver Pokrovsk aujourd'hui, c'est risquer de voir le Nord s'effondrer demain. Chaque semaine gagnée grâce à ces manœuvres peut coûter la perte d'une région entière. On marche sur une corde raide. La cohésion des unités est mise à rude épreuve. L'histoire militaire regorge d'exemples où une erreur de redistribution a entraîné la perte d'un front entier. Souvenons-nous de la bataille de Stalingrad, où quelques divisions mal placées ont scellé le sort de centaines de milliers de soldats. Mais la guerre ne s'arrête pas à la ligne de front. La nuit, Odessa, Kharkiv et d'autres villes stratégiques sont secouées par des explosions. Des frappes ciblées, souvent menées par des drones explosifs perfectionnés, détruisent des dépôts, des rails, des transformateurs. L'impact se mesure en heures d'arrêt, parfois en jours. Des trains restent immobiles, des entrepôts brûlent, des quartiers entiers sont plongés dans le noir. Encore récemment, à Odessa, une salve de drones a déclenché des explosions secondaires qui ont résonné pendant plusieurs heures. Les images des colonnes de fumée rappellent l'attaque du port de Beyrouth, où une seule déflagration a paralysé la ville pendant des semaines. Le tissu logistique du pays s'effiloche ainsi, fil après fil, et chaque attaque rapproche un peu plus du chaos. Les conséquences ne sont pas que matérielles, elles touchent aussi les civils, qui vivent dans la peur, et les soldats, qui voient leurs renforts et leurs munitions arriver au compte-gouttes. Les rumeurs font rage. Certaines parlent d'instructeurs étrangers blessés ou même évacués à la hâte. On évoque des avions spéciaux venus exfiltrer des conseillers occidentaux, ce qui rappelle les évacuations secrètes de la guerre du Vietnam, lorsque des agents américains étaient retirés de Saïgon à la dernière minute. Dans le brouillard de la guerre, il est difficile de distinguer le vrai du faux, mais ces récits nourrissent l'inquiétude et la méfiance. Ce qui se joue ici dépasse de loin la simple conquête territoriale. La guerre de demain sera celle de la résilience des infrastructures, de la capacité à encaisser des coups répétés sans s'effondrer. Si l'on ignore ces nouveaux leviers de la guerre, on risque d'être submergé par une vague silencieuse. Perte de mobilité,
effondrement du moral, coupure généralisée et, à terme, la fragilisation même de l'État. Les victoires tactiques, aussi spectaculaires soient-elles, ne suffisent plus. Désormais, c'est la capacité à réparer, à improviser, à maintenir coûte que coûte les réseaux vitaux qui décident de l'issue du conflit. En Afghanistan, ce fut l'incapacité à protéger les routes et les infrastructures qui a précipité la chute du gouvernement. Derrière chaque attaque se dessine une stratégie d'usure. L'objectif n'est pas de conquérir rapidement, mais d'épuiser l'ennemi, de tester ses limites matérielles et psychologiques. On pense à la guerre Iran-Irak dans les années 80, où chaque camp cherchait à user l'autre jusqu'à l'épuisement total. Comment l'Ukraine tente-t-elle de répondre à cette pression invisible? À Odessa, Kharkiv, Chernihiv, chaque explosion fait vaciller la structure du pays. Ce ne sont pas seulement les lignes de front qui tremblent, mais tout le réseau vital, transport, énergie, communication. Sur le terrain, la situation se dégrade. Les routes stratégiques passent sous contrôle russe, une à une. Les axes reliant les villes clés, indispensables au ravitaillement, sont bloqués ou sous feu constant. Résultat, les unités ukrainiennes sont isolées, les renforts coupés, le risque d'encerclement augmente chaque jour. Pour briser cet étau, l'armée ukrainienne tente des manœuvres audacieuses, parfois désespérées. Ainsi, 2 brigades ont quitté le nord pour Pokrovsk, sacrifiant la stabilité d'une région pour maintenir un point vital. C'est un dilemme classique. Protéger une place forte au prix d'affaiblir ailleurs. La moindre erreur peut déclencher une cascade de recul, comme lors de la retraite de Dunkerque, où chaque choix tactique avait un prix humain et matériel immense. La nuit dernière, Odessa a été frappée de plein fouet. En pleine nuit, une salve de drones explosifs a visé entrepôts et infrastructures logistiques. Les explosions secondaires, dues à la présence de munitions, ont duré des heures. Les habitants se sont réveillés en sursaut, les pompiers ont lutté toute la nuit. Des scénarios similaires se sont produits à Mariupol il y a 2 ans, où la destruction d'un dépôt de carburant a immobilisé la ville pendant plusieurs jours. Au-delà des pertes matérielles, la rumeur de victimes étrangères s'est répandue. Certains parlent d'instructeurs ou de coordinateurs, évacués dans la panique. Cette incertitude rappelle la désinformation qui régnait en Tchétchénie au début des années 2000, où chaque attaque majeure faisait naître des légendes urbaines sur la présence d'agents étrangers. Kharkiv non plus n'a pas été épargné. Des frappes ont touché stocks militaires et équipements ferroviaires, cherchant à couper l'acheminement du matériel vers le front. Plus au nord, la région de Chernihiv subit la même pression. Coupures d'électricité, attaques sur les rails, la logistique s'effrite jour après jour. Les conséquences sont visibles. Des trains à l'arrêt, des marchandises perdues, des quartiers privés d'électricité. C'est tout le système qui se grippe, comme lors de la grande panne de New York en 1977, où la ville s'effondra en quelques heures, révélant la fragilité de ses infrastructures. Ignorer ce ciblage méthodique serait oublier que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur le champ de bataille visible, mais dans l'effondrement silencieux de l'arrière. Chaque dépôt détruit, chaque rail arraché, chaque route coupée, c'est un peu plus de capacité de résistance qui disparaît. Mais ces frappes ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans une stratégie d'usure, visant à rendre la guerre insupportable pour la société entière. C'est une méthode éprouvée. Pendant la guerre du Kosovo, les frappes sur les centrales électriques et les ponts ont fait plier l'État plus sûrement que n'importe quelle offensive terrestre. La multiplication de ces attaques fragilise le moral et la capacité industrielle ukrainienne. Le conflit s'enracine dans une guerre d'attrition, où chaque perte pèse plus lourd que la précédente. Le pays s'enfonce dans une spirale où l'effort de guerre devient chaque jour plus difficile à soutenir. Et si le véritable front ne se trouvait plus dans les tranchées, mais sur les rails, dans les transformateurs et dans la patience des habitants? Depuis plusieurs mois, une guerre discrète mais méthodique fait rage. La stratégie vise les points névralgiques, sous-stations électriques, réseaux ferroviaires, dépôts industriels. Chaque attaque n'est qu'un pion avancé dans une lente partie d'épuisement. Les coupures d'électricité se succèdent, les trains s'arrêtent net, chaque cargaison immobilisée devient une perte sèche. Un seul missile peut anéantir des réserves accumulées pendant des semaines, carburant, vivres, munitions.
Ce n'est pas encore l'effondrement total, mais c'est un enchaînement. Une centrale hors service, et tout un quartier sombre dans le noir. Une gare détruite, et une région entière est coupée de la ligne de front. Remplacer un transformateur ou une locomotive n'est pas qu'une question d'argent. Il faut attendre parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour obtenir les pièces nécessaires. Les stocks stratégiques sont déjà bien entamés. La moindre panne devient un casse-tête, alors que la demande explose avec la durée du conflit. Tout cela pèse sur le quotidien. Les familles endurent des heures, parfois des jours sans chauffage, ni lumière, ni transport. Les files d'attente aux stations-service s'allongent. Les supermarchés rationnent certains produits, comme on l'a vu en Grande-Bretagne pendant le Blitz. La frustration monte. L'insatisfaction envers les autorités enfle, alimentée par l'impression que la situation ne fait qu'empirer. Derrière ces infrastructures, il y a des femmes et des hommes. Les équipes de maintenance travaillent sans relâche, souvent sous les bombes. Cheminots, électriciens, logisticiens, tous sont épuisés mais essentiels. Les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, malades, doivent parfois fuir, grossissant le flot des déplacés. Les administrations locales, déjà surchargées, cherchent désespérément des solutions. Sous-estimer l'effet cumulatif de ces pertes, c'est prendre le risque d'un effondrement du moral, d'une désorganisation des secours, voire d'une crise politique majeure. On se souvient de la France en 1940, où la désagrégation de la logistique a précipité la débâcle militaire. Mais dans cette guerre d'usure, la vraie question est: combien de temps les ressources matérielles et humaines pourront-elles tenir? Car chaque maillon fragilisé rapproche du point de rupture. Le vrai danger, c'est que personne ne contrôle plus vraiment le rythme de la crise. Tout peut basculer à tout moment. La frontière entre escalade, négociation ou enlisement s'efface. Les décideurs perdent le contrôle, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où chaque heure d'attente ajoutait à la tension. 3 scénarios s'offrent alors. Premier, la pression logistique implacable. Les réseaux énergétiques, ferroviaires et les flux vitaux sont méthodiquement visés pour user les capacités de résistance. Cette stratégie sape l'économie en silence, rendant chaque renfort ou réparation plus risqué, plus coûteux. On retrouve ici la logique de la guerre de sécession, où les raids de Sherman sur les infrastructures sudistes ont précipité la reddition du Sud. Deuxième option, plus menaçante, l'escalade militaire. L'apparition de nouveaux armements, l'arrivée d'instructeurs étrangers, la multiplication d'attaques profondes fragilise les équilibres déjà précaires. Ici, le spectre d'une guerre totale n'est plus théorique. Chaque incident, chaque perte imprévue peut embraser la situation. On pense à la crise de Sarajevo en 1914, où un simple assassinat a déclenché la Première Guerre mondiale. Troisième scénario, les négociations. Mais le terrain est miné. Les positions sont irréconciliables, les populations épuisées, les pressions extérieures nombreuses. La table des discussions peut devenir un piège où le moindre faux pas relance la spirale des violences. C'est ce qui s'est produit lors des accords de Minsk, qui n'ont apporté qu'un répit fragile. À ces dangers s'ajoutent des facteurs aggravants. La venue d'experts étrangers alimente la méfiance. La société, sous l'effet de la fatigue, de la peur et de la désinformation, devient elle-même un terrain de conflit. L'industrie est poussée à bout. La cohésion sociale s'effrite. La bataille se joue autant dans les esprits que sur le terrain. Faute de vision claire, chaque camp s'enferme dans une logique de surenchère. Le dialogue s'étiole, les conséquences deviennent imprévisibles. La moindre erreur peut déclencher des réactions en chaîne dramatiques, comme l'ont montré les crises des années 30 en Europe. Pour ne pas subir, il faut s'adapter à ces nouvelles règles. Renforcer la résilience, décoder les messages officiels, anticiper les mutations d'un conflit devenu hybride. C'est une question de survie. Ce brouillage des repères n'est pas un accident, mais une arme stratégique. Face à la guerre d'usure, rester lucide et agile est le principal atout. Dans la guerre contemporaine, chaque détail compte. Un train réparé en une demi-journée, un stock redéployé, un réseau rétabli. Ce sont ces actes silencieux qui décident de la survie d'un pays. La résistance ne se joue plus sur la ligne de front, mais dans la capacité à restaurer ce que l'ennemi cherche à détruire. Première règle,
la rapidité des réparations est vitale. Un tronçon de voie ferrée remis en service en quelques heures équivaut à une victoire tactique. Les armées qui savent relancer leur logistique rapidement tiennent mieux la distance. Il faut des équipes mobiles, des stocks répartis, des plans de secours prêts à l'emploi. La redondance devient une arme silencieuse. Multiplier les itinéraires, les relais, les réserves compliquent la tâche de l'ennemi. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient construit des réseaux énergétiques redondants pour résister à une attaque nucléaire. Une logique qui retrouve tout son sens aujourd'hui. La dispersion des stocks est tout aussi stratégique. Si les réserves sont concentrées, une frappe peut les anéantir. Au contraire, en les dispersant, on fragmente le risque et on assure une continuité même sous les attaques. Israël applique ce principe depuis des décennies, dispersant ses munitions et carburants sur tout le territoire. La résilience dépend aussi du moral collectif. Informer sans affoler, préserver la cohésion, gérer la fatigue. Ce sont des facteurs décisifs. Lors du siège de Sarajevo, la population a tenu grâce à la solidarité et à l'ingéniosité, malgré les privations. Maîtriser l'information, c'est aussi se défendre. Contrôler les rumeurs, soutenir la confiance dans les institutions, limite l'impact psychologique des frappes. La France l'a appris lors des attentats de 2015, où la gestion de la communication a permis d'éviter la panique. La capacité d'improviser localement change la donne. Plus les équipes sur le terrain peuvent agir sans attendre, plus la résistance est efficace. Cela exige une culture de l'initiative et de la confiance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française l'a bien compris. L'autonomie locale a permis de multiplier les actes de sabotage. La technologie n'est pas qu'un instrument de destruction. Elle sert à réparer, à prévenir, à anticiper. Les drones détectent les pannes, les logiciels prévoient les ruptures de stock. Même la protection passive, abris, bunkers, blindage, doit évoluer aussi vite que les menaces. Il faut aussi apprendre des échecs. Croire qu'un train détruit sera remplacé en quelques jours, alors qu'il faudra des semaines, c'est risquer des blocages critiques. Sous-estimer la fatigue humaine est tout aussi dangereux. Après un mois de réparation ininterrompue, même les équipes les plus aguerries s'effondrent si elles ne sont pas relevées. Face à un adversaire capable de frapper partout, la solidarité extérieure devient cruciale. Les alliances logistiques, les partenariats industriels, l'accès à des expertises rares. Aucun pays ne résiste seul dans une guerre d'usure. Le vrai danger serait de se contenter de réponses symboliques. Les armes les plus modernes ne valent rien sans une logistique fiable et un soutien humain solide. Mais il ne suffit pas de comprendre ces dynamiques. Il faut anticiper comment l'ennemi tentera de les exploiter. Car la pression ne faiblit jamais, et chaque faille devient une invitation à l'escalade. La victoire ne sera pas un éclair de génie, mais la somme de 1000 réparations patientes, de 1000 actes de résistance silencieux. Dans cette nouvelle phase, la guerre ne se décide plus par la puissance brute ou la technologie révolutionnaire. C'est la capacité à encaisser, à s'adapter sans relâche, qui fait la différence. Chaque sabotage de voie, chaque interruption d'électricité, chaque rupture logistique teste la volonté collective. La guerre d'usure n'attire pas les projecteurs. Elle use les nerfs et instille le doute. Ce n'est plus la promesse d'un renversement soudain, mais l'érosion lente, là où le courage doit se réinventer chaque matin. Les infrastructures, les réseaux, les chaînes de production deviennent les champs de bataille invisibles où l'avenir se joue. Ceux qui refusent de voir la guerre silencieuse risquent de perdre la paix. Quand l'épuisement gagne les soldats, les institutions et la société, c'est l'équilibre de la nation qui vacille. La vraie lucidité, c'est de comprendre que la survie dépend moins d'un coup d'éclat que de la capacité à réparer, à maintenir, à endurer jour après jour. La victoire se construit sur la persévérance des petites victoires ordinaires. Comprendre la guerre d'usure, c'est accepter le vrai défi, tenir, inventer, rester solidaire. La question n'est plus « quand la fin viendra-t-elle ?» mais « sommes-nous prêts à tenir aussi longtemps qu'il le faudra ?»